Merci. Donc, nous avons en ce moment, depuis quelques jours, une magnifique exposition consacrée à un sujet goéthéen s'il en est, mais également bodmérien s'il en est, les passerelles interlinguistiques, les passerelles interculturelles qui permettent au chef-d'œuvre d'être apprécié dans des langues qui ne sont pas celles de la rédaction originale. Alors, il paraissait comme une évidence, puisqu'on est ici à la Bodmeriana, quand on va traiter d'un sujet comme la traduction, de consacrer une vitrine au moins à Goethe, parce qu'il est au centre de cette question. Nous sommes ici tout près du bureau de Martin Bodmer et vous le savez peut-être, il a œuvré toute sa vie à rassembler sa collection selon des principes qui étaient les siens, mais sous la boussole de son mentor, Goethe. Alors le magnifique portrait de Kolbe a été, depuis 1951, lorsqu'il s'est installé ici, au-dessus de sa tête pour l'inspirer, et cela a été une référence extrêmement stable. Alors, nous allons parler de ce Goethe dans son rapport à la traduction. Je me permets d'avoir une pensée pour notre ami, celui qui a été mon maître en germanistique et qui a tant fait pour que l'exposition Goethe et la France ait lieu, Bernhard Böschenstein, qui n'est pas très loin d'ici, à l'hôpital des Trois Chênes. Alors, il n'est pas toujours connu du public francophone qu'il y a eu une sorte d'âge d'or de la traduction, fin du XVIIIe siècle, début du XIXe siècle, dans les principautés allemandes. C'est quelque chose d'extraordinaire et qui peut être comparé à d'autres moments d'effusion de traduction, comme il y en a eu à Alexandrie, à un moment de la grande bibliothèque, comme il y en a eu à Florence, au milieu du XVe siècle, avec l'arrivée de tous ces manuscrits enthousiasmants qui arrivaient de Constantinople. Nous avons un très très grand moment de frénésie de traduction dans les principautés allemandes, et c'est d'autant plus étonnant, je prends bien soin de parler des principautés allemandes et pas de l'Allemagne, que vous savez sans doute que le futur pays n'était pas du tout unifié. Le Saint-Empire germanique était divisé en grandes principautés avec une sorte de principauté redoutée par d'autres pour ses velléités hégémoniques. Je veux parler de la Prusse. Il n'y a pas non plus eu l'équivalent de l'Académie française, donc que ce soit jusqu'en Suisse ou dans d'autres provinces d'Allemagne, nous n'avons pas une langue allemande complètement lissée et unifiée par des prescriptions académiques centralisées qui imposent un canon partout. C'est donc d'autant plus remarquable qu'il y a eu un peu partout une sorte d'effusion partagée, et parmi les conflits et parmi des retrouvailles de projets communs, quelque chose d'absolument unique s'est passé, et c'est ce que je voudrais très rapidement vous présenter. Dans un deuxième temps, j'inscrirai Goethe dans ce concert d'enthousiasme de traduction, et puis dans un troisième temps, je vous présenterai de façon un petit peu plus approfondie le cas singulier, Nicolas vient de l'évoquer, de l'aventure extraordinaire du neveu de Rameau. Alors, je fais circuler deux ouvrages. D'abord, le remarquable catalogue des routes de la traduction, c'est donc le catalogue réalisé par Gallimard autour de l'exposition que nous avons maintenant, et puis tout chaud sorti des presses de l'imprimerie,
Voici, il est arrivé il y a 3 jours ici, donc vous êtes vraiment les premiers à le tenir entre vos mains, l'édition que, avec Michel Delon, j'ai livrée du Neveu de Rameau, avec pour la première fois Rameau Snéfé en vedette et les remarques caractérisant ses décisions de traduction. Voilà. Donc, je vous parlais d'une sorte d'âge d'or de la traduction, c'est-à-dire que la littérature allemande semble s'être développée dans une solidarité très étroite entre l'entreprise de traduction et la création littéraire à proprement parler. On a des querelles sur l'art de traduire, on a des vastes programmes. Parfois, on est dans un enjeu polémique qui est premier. Il s'agit de détrôner le privilège arrogant que s'arroge le français, qui voudrait être la langue internationale, qui voudrait être la langue universelle, qui voudrait être la langue de la clarté rationnelle et de la raison. C'est par rapport à cette prétention du français qu'il y a des positionnements différenciés dans les différentes principautés allemandes. Vous savez peut-être que la Prusse, sous Frédéric II, a été extrêmement francophile, et cette francophilie a mené à des excès, peut-on dire, dans le sens où le monarque lui-même n'acceptait d'entrer en matière pour lire une théorie, une philosophie, que si on lui traduisait au préalable l'ouvrage en français. Il était complètement acquis à l'idée que la rugosité gothique n'était pas propice à exprimer un bon raisonnement, et que le français était l'outil qu'il fallait reconnaître ici comme supérieur. Frédéric II a fait venir des grands philosophes à sa cour. On pense à Voltaire, on pense à Lamétrie, on pense à Maupertuis, mais à côté de cela, tout le monde qui prétendait vouloir participer au débat intellectuel devait parler français. Alors, c'est là qu'on peut faire état d'une première querelle. Je citerai 2 noms. Celui de Johann Jakob Bodmer. Ce serait difficile de ne pas le citer, puisqu'il est d'une certaine façon apparenté, de façon certes lointaine, à Martin Bodmer. Johann Jakob Bodmer est un Zurichois, et c'est lui qui va en quelque sorte mettre le feu aux poudres en traduisant le paradis perdu de Milton. Nous étions à un moment où, donc il est né Bodmer en 1698, nous étions à un moment où son quasi-contemporain, le grand Johann Christian Gottsched, professeur à Leipzig, qui était à peu près du même âge, il est né en 1700, partageait la conviction qu'il fallait rénover la littérature allemande, faire émerger une littérature allemande digne de ce nom, mais sous le magistère, en quelque sorte, du bon français. Donc Gottsched a lui-même traduit, et nous l'avions montré, cette traduction dans l'exposition Goethe et la France. Il a lui-même traduit les textes de Racine. Il fallait les traduire en alexandrin. En quelque sorte, l'allemand devait apprendre à se désensauvager, à se polisser au bon contact du français. Il y a donc tout un programme pour systématiquement traduire
Corneille, traduire Racine, traduire Voltaire, et au diapason de ce bon goût d'élever l'allemand à une possibilité d'élaborer sa propre littérature. Alors c'est là que le Zurichois Johann Jakob Bodmer lance une sorte de bombe lorsqu'il traduit en prose le Paradis perdu de Milton, où ce sont déjà des vers qu'on appelle blancs, c'est-à-dire qui ne sont pas rimés. Il rajoute en quelque sorte de l'émancipation libératoire en poésie, là où précisément Gottsched demandait d'accepter le bien fondé des corsets, des règles héritées du classicisme français. Nous avons à ce moment une querelle dont on peut plus facilement aujourd'hui mesurer l'impact. Ça a été une querelle dans tout le monde germanophone. Est-ce qu'on allait soutenir le point de vue aujourd'hui jugé conservateur réactionnaire de Gottsched, ou est-ce qu'on allait s'enthousiasmer pour cette évasion proposée par le Zurichois Johann Jakob Bodmer. Donc Bodmer a traduit le Paradis perdu. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une épopée à sujet chrétien, mais d'une épopée quand même en 12 chants, c'est-à-dire que très clairement Milton veut ici rivaliser avec le modèle de l'Énéide de Virgile. Or, le modèle de l'Énéide de Virgile, c'était tout à fait le modèle dont allait s'inspirer la bonne littérature française. Vous savez que les tentatives d'épopée française, que ce soit la Franciade de Ronsard ou ensuite la Henriade de Voltaire, reprenaient une métrique et une prosodie héritées de Virgile. Au contraire, l'hexamètre dactylique qui caractérise le vers d'Homère permettait de jouer sur le fait que le décompte des syllabes était peut-être beaucoup moins important que l'accentuation avec une voyelle, une syllabe forte suivie de 2 atones ou de brèves, et donc qu'au fond c'était un rythme qui comptait beaucoup plus que le décompte de cases remplies par les différentes syllabes. Eh bien, la jeune génération s'est enthousiasmée pour Bodmer. Alors, il est important de dire ici qu'il y a une continuité entre l'œuvre de traduction et l'œuvre de création singulière. Johann Jakob Bodmer a accompagné sa traduction de Milton, qui a eu un succès considérable, par sa propre production d'un modèle allemand d'épopée à sujet chrétien aussi, et lui va publier en 1732 Die Noachide, l'histoire de Noé, une grande épopée consacrée au personnage de Noé, et qui développe précisément l'histoire à partir de ce moment crucial qui est pour le sauvetage de l'humanité, l'aventure du déluge et le sauvetage de quelques-uns. Alors, cette Noachide a eu un immense succès, et ce qui compte ici, c'est de bien voir que l'activité de traduire qui exprime de la part de Johann Jakob Bodmer il fait part d'une lecture. En traduisant, il témoigne d'une lecture de Milton qui s'exprime
alors dans le résultat de la traduction, qui est la version allemande, s'accompagne d'un ouvrage de création qui est sa propre épopée à sujet chrétien, l'épopée de Noé. Les deux sont lus ensemble et c'est un immense succès. Gottsched est absolument furieux, il écrit un texte pamphlétaire où il imagine tous les auteurs de bon goût aux enfers se révolter contre les audaces de Baudemer, et il vitupère, il écrit de façon très sévère pour condamner ce qu'a fait Baudemer. L'histoire, le sens de l'histoire lui donne tort, les jeunes sans goût pour Baudemer. Et ça n'est pas seulement dans les cantons suisses, le patriarche de Zurich, qui donne plusieurs versions de sa Noachide et qui donne plusieurs versions de son Paradis perdu traduite en allemand, devient l'objet d'une sorte de culte. Le grand Klopstock, qui donne une orchestration beaucoup plus puissante à une production proprement allemande du sujet épique, du sujet épique traitant d'un sujet chrétien, la Messiade. Eh bien, le grand Klopstock, en 1750, se doit de faire son pèlerinage à Zurich et de dire que sans le modèle de la traduction du Milton par Klopstock, par Baudemer, sa propre production n'aurait pas eu lieu. Et tout le monde le reconnaît. Il n'est pas le seul à faire ce pèlerinage. Et Goethe, le jeune Goethe, qui est alors beaucoup plus jeune, on disait 1698 pour la date de naissance de Baudemer, 1749 pour Goethe, plus d'un demi-siècle les sépare, eh bien Goethe fera 2 fois le pèlerinage pour voir le vieux Baudemer. Premier voyage en Suisse en 1775, second voyage en Suisse en 1779. Il faut dire que le vieux Baudemer, en 1778, a encore publié une traduction complète de l'Iliade et de l'Odyssée, qui là n'a plus eu le même succès, mais Goethe s'est imposé à lui-même de le lire entièrement, et il a été salué, celui qu'il appelait l'Homère des Alpes, qui était précisément Baudemer. Alors, cette querelle s'accompagne de quelques autres, et très rapidement, elle se déplace dans le sens où nous avons Lessing, par exemple, qui appartient en sympathie avec le courant du Sturm und Drang, où Goethe, avec Herder, comme jeune étudiant à Strasbourg, suivra les idées de Baudemer, comme quoi il vaut mieux pour la littérature allemande suivre le diapason de la littérature anglaise plutôt que de continuer à se fourvoyer à suivre le modèle du français. Eh bien, Lessing va militer lui aussi comme héritier de cette cause, va s'en prendre frontalement à son aîné Gottsched, va traduire Shakespeare et Calderon, et il va notamment fustiger la littérature française. Et c'est là que l'on est dans des paradoxes, parce que les auteurs du Sturm und Drang, qui sont sévères avec la littérature française, trouvent des armes particulièrement bienvenus pour servir leur cause chez 2 auteurs privilégiés qui sont Jean-Jacques Rousseau et Denis Diderot. Donc Lessing, alors qu'il est pour une émancipation de la littérature allemande, pour aller vers une ouverture, vous savez qu'il fait une grande pièce, la plus grande pièce de l'Aufklärung allemande, Nathan le Sage,
pour essayer de concilier les trois monothéismes, christianisme, judaïsme et islam, eh bien, ce Lessing-là est aussi celui qui traduit toutes les pièces de théâtre de Diderot et les essais sur l'art dramatique de Diderot, parce que précisément, il ne faut pas mettre tous les Français dans le même panier, et certains Français sont eux-mêmes prêts à servir la cause de la révolte contre la servitude exagérée des règles héritées du classicisme. Donc l'opposition de Lessing, ici solidaire du Sturm und Drang au vieux Gottsched, est important. Notons que Gottsched il va mourir en 1766, c'est quand même en 1765 que Goethe fait ses études de droit à Leipzig. Il devra les interrompre et il les terminera à Strasbourg. Et donc, Goethe a encore eu l'enseignement de Gottsched à Leipzig. Et c'est à l'époque de Leipzig où Goethe fréquentait le ultra-conservateur Gottsched qu'il a traduit Le Menteur de Corneille. Alors, un petit peu plus tard, quand Goethe continue et termine ses études de droit à Strasbourg, il est dans la compagnie de Herder, grand idéologue de la libération de la littérature allemande, de la servitude francophone, et c'est quelque chose d'extrêmement important pour Goethe, puisque Herder est le premier à inviter tout le monde intellectuel allemand à découvrir les auteurs arabes et persans. Herder est l'un des premiers à s'intéresser de très près à Hafez et à Saadi, et c'est lui qui initie Goethe à quelque chose qui portera ses fruits beaucoup plus tard. Alors, on doit se rappeler que tout cela ne vient pas de rien. Il y a eu la guerre de 7 ans, qu'on a considérée comme la première guerre mondiale. Vous savez que la Prusse a envahi la Saxe, et ça a été le départ d'une guerre infiniment sanguinaire où la France a dû s'allier avec l'Autriche, l'Espagne a finalement soutenu la France, la Russie a soutenu l'Autriche. C'est une guerre qui a eu des théâtres en Inde, c'est une guerre qui a eu des théâtres particulièrement sanglants dans le Nouveau Monde, puisque ça a permis aux Anglais de massacrer les colonisateurs français dans les territoires des futurs États-Unis. Eh bien, Goethe, qui est né à Francfort et qui n'est pas du tout en Prusse, est un tout petit enfant. Il est né en 1749, la guerre de 7 ans c'est 1756 à 1763. Eh bien, le colonisateur français, qui est là pour aider à lutter contre l'hégémonie de la Prusse, occupe la maison paternelle. Et c'est là que le tout jeune Goethe avait commencé à être très étroitement au contact de la littérature française, mais il avait des précepteurs pour l'italien, il avait des précepteurs pour le latin, pour le grec ancien, et des précepteurs pour l'hébreu également. Donc, cette découverte du cosmopolitisme est indissociable de ces circonstances extrêmement douloureuses pour toute l'Europe, qui a été celle de la guerre des 7 ans. Ce que je veux dire, c'est que derrière le projet de cosmopolitisme caressé par Goethe et par d'autres, de traduction effrénée afin que les différentes nations connaissent leur patrimoine respectif, il y a un idéal de pacifisme. Il y a l'idéal de contribuer à œuvrer pour une paix qui précisément est en danger lorsqu'il y a des rigidités patriotiques et qu'il y a une méconnaissance des points communs que l'on découvre facilement si l'on traduit les grands textes culturels
qui font partie de la conscience collective de ceux qu'on se trouve bêtement en train de combattre. Donc ça, c'est quelque chose de très important que ce contexte de guerre de 7 ans qu'a connu le jeune Goethe à Francfort. On en veut pour preuve le fait que Martha Bodmer, qui a réfléchi à la chose de façon extrêmement approfondie, a eu la géniale idée, lui qui était tellement sélectif dans ses achats, eh bien, parmi les pièces de Napoléon qu'il a achetées, c'est un brouillon de Napoléon en 1806, quand a affiché sur tous les carrefours de Saxe pour dire « Peuple de Saxe, nous ne venons pas vous occuper, nous venons vous défendre contre l'hégémonie de la Prusse hyper militarisée. » Et c'est vraiment quelque chose que Goethe a pu comprendre de l'intérieur. Il sera un collaborateur absolument docile, on peut dire, de l'occupation napoléonienne. On le comprend mieux quand on sait qu'il y a eu réellement un bellicisme outrancier de la part de la Prusse et que la guerre de 7 ans a été précisément déclenchée par l'attaque de la Prusse sur la Saxe. Alors, dans ce paysage, il y a un auteur qui est traité avec condescendance et sarcasme par les Herder, Goethe et Lessing lors de la période du Sturm und Drang, c'est Wieland. Wieland traduit beaucoup de l'étranger, mais il garde son admiration pour la culture française. Wieland traduit tout Shakespeare, et ça, Goethe fera un éloge de la traduction de Wieland lors de la mort de Wieland en 1813, pour dire que ces traductions en prose par Wieland de Shakespeare ont en quelque sorte amélioré Shakespeare, c'est ce qui permet à dire au commissaire de l'exposition, Nicolas du Cimetière, de dire lors de sa visite, on finissait par considérer que Shakespeare était un auteur allemand. Et c'est tout à fait fondé. Goethe préférait lire Shakespeare dans la traduction de Wieland. Le choix de Wieland était de mettre l'anglais de Shakespeare totalement à portée de ce que peut comprendre un Allemand. Donc, à l'opposé d'un Le Tourneur en France, qui va brutaliser Shakespeare pour en quelque sorte l'enrégimenter dans le carcan des règles à la française, il y avait là une écoute de Wieland et la volonté, un peu comme Luther quand il veut mettre à portée de la population la plus courante, les ménagères et les enfants, la parole de la Bible, eh bien Wieland fait quelque chose d'analogue ici avec Shakespeare. Wieland a traduit tout Horace, Lucien de Samosate, Cicéron, et puis Wieland s'est quand même intéressé aux lettres chinoises. Alors, ce Wieland, c'est tout à fait intéressant de voir qu'un Herder et un Lessing vont le regarder avec hauteur et sarcasme, parce que cela montre que la position de Goethe est beaucoup plus nuancée. Goethe fait un parcours, donc il fait bien partie du Sturm und Drang dans son militantisme le plus vif quand il est à Strasbourg, et il écrit notamment un plaidoyer pour Shakespeare extrêmement violent, où il se moque des Français beaucoup trop malingres et faiblards pour revêtir la lourde armure des Grecs, ces Français qui pensent être l'aboutissement de la translatio studii. Tout est venu de Grèce, et puis c'est venu à Rome, et puis c'est l'Italie, et l'apothéose, c'est évidemment le classicisme de Versailles.
Goethe participe à démonter complètement ce scénario et à se tourner vers Shakespeare pour dire que Shakespeare est infiniment plus grand que Corneille et que Racine. Ça, c'est le moment Sturm und Drang à Strasbourg. Par contre, on voit très bien qu'il va garder une admiration et une amitié pour Wieland et que quand il deviendra, pas très tard, pas beaucoup plus tard, ministre à Weimar, il va revoir les choses, il va devenir beaucoup plus tolérant et il va apprécier à nouveau et combien le classicisme français. Napoléon a décoré de la Légion d'honneur en même temps Wieland et Goethe en 1808 à Erfurt et l'année suivante, 1809, alors que Wieland est très âgé et va bientôt mourir, Goethe veut absolument l'intégrer dans la loge maçonnique dont il s'occupe. Donc il fait de Wieland son ami, un franc-maçon avec lui, considérant que l'œuvre de traduction de Wieland est colossale pour partager cet idéal des francs-maçons d'une espèce de pacifisme supra-patriotique basé sur des valeurs humanistes et ne se repliant pas sur telle ou telle culture particulière. Alors si Napoléon avait couronné Wieland, c'est en particulier qu'avec un immense poème épique, Oberon, il avait donné en allemand une magnifique orchestration à Huon de Bordeaux, qui est un des poèmes médiévaux très importants. Et puis alors, ce qui remplace la querelle entre Bodmer et Gottsched, c'est deux façons de traduire. Il y aura les partisans de Wieland et il y aura les partisans du très grand traducteur qui est Johann Heinrich Voss. Si vous voyez l'exposition Les routes de la traduction, vous verrez à quel point la traduction, dans la vitrine consacrée à Homère, la traduction de Voss était considérée par tout le monde comme un chef-d'œuvre absolu. Wieland avait le parti pris de la traduction assimilatrice, c'est-à-dire qu'on allait apporter à l'entendement d'un public germanophone le sens de ce qu'avait voulu écrire soit Homère, soit Shakespeare, parce que Voss va aussi traduire avec ses fils l'ensemble de l'œuvre de Shakespeare. Donc, nous avons dans le cas de Wieland une traduction qui s'adresse au public allemand dans son entendement. Au contraire, le choix de Voss est à l'opposé. Le choix de Voss est de respecter ce qu'il y a d'étranger, ce qu'il y a de différent dans la langue d'origine. Donc ne pas avoir peur des néologismes, respecter la rythmique, respecter une syntaxe et ne pas avoir peur que le résultat de la chose traduite paraissent très bizarres à la lecture. Il faut que dans la traduction même, la personne qui la consomme ait un goût, en fait, restant, important, de la langue d'origine. Et il y aura alors une immense querelle entre les partisans de Wieland. Il faut avant tout traduire le sens et se mettre à portée du public, du lectorat qui vous lit, ou il faut admirer Voss, qui fait l'effort infiniment plus grand de respecter l'étrangeté tout en utilisant des mots allemands, mais de respecter l'étrangeté de la forme et également du lexique de la langue d'origine. Alors là, Goethe va partager ses compliments. Il y a des textes où il dira que Voss est absolument le sommet de la traduction, parce que cela donne un goût
en même temps qu'on lit de l'allemand, on a totalement un goût de la langue source. Et parfois, notamment dans l'éloge funèbre de Wieland, qu'il écrit en 1813, il adresse des compliments sans réserve à son ami Wieland. Alors là, j'insiste que pour Goethe, c'est passé exactement ce qu'on disait tout à l'heure à propos de Bodmer. Bodmer a traduit Milton et en même temps, il a d'une autre main rédigé sa propre Noachide. Eh bien, Voss a traduit Shakespeare, mais donc je le disais, Homère également, eh bien, il a rédigé la plus belle idylle en hexamètre dactylique, complètement inspirée de la métrique et de la prosodie d'Homère, qui s'appelle Louise, et qui a un immense succès. On considère que c'est le plus grand poème, et c'est en 1795. 2 ans plus tard, Goethe, qui lui-même a produit, durant ces années-là, en rivalité avec Voss, des extraits très importants de traduction de l'Iliade et de l'Odyssée, mais par pur exercice personnel, qui ne les a pas donnés à traduire, eh bien, Goethe produit Hermann et Dorothée, qui est en émulation avec la Louise de Voss, le grand traducteur, et l'on voit dans les 2 cas 2 grands traducteurs d'Homère, ici rivalisant dans leur choix et leur décision de traducteur, Voss d'une part, et Goethe, ami nourri de la traduction de Wieland d'autre part. Celle de Johann Jakob Bodmer d'Homère est devenue complètement démodée. Eh bien, ces 2 grandes figures, Voss et Goethe, s'affrontent dans une création originale entièrement inspirée par Homère. Pour Voss, c'est Louise qui a pendant 2 ans le plus grand succès possible, et puis ensuite toute la jeunesse va s'engouer pour la supériorité d'Hermann et Dorothée, qui arrivent à concilier quelque chose d'incroyable, la thématique de la Révolution française et de la fuite des émigrés qui arrivent accueillis dans dans une bourgade allemande, un sujet d'actualité brûlante avec la forme homérique, et c'est un des plus grands succès que connaît la littérature allemande. C'est un best-seller absolu. Alors, c'est un des moments où précisément Goethe est traduit dans toutes les langues. Lui qui a fait très attention à donner une forme à Hermann et Dorothée absolument décalquée d'Homère, se voit traduit en français, en danois, dans de nombreuses langues, en anglais, et il souhaite en latin. Et il émet le souhait, malheureusement ça ne sera pas réalisé, que l'on publie son Hermann et Dorothée avec une forme où les 5 langues soient représentées. Alors, c'est une des premières fois que Goethe pense à l'éventail fécond des traductions juxtaposées. C'est là que c'est assez important de saisir qu'il y a quelque chose de complètement différent dans cet effort de traduction vers l'allemand. Il n'y a pas du tout l'idée d'imposer l'hégémonie de la langue allemande. Il y a plutôt l'idée que, comme dans la biodiversité, chaque langue peut donner une sensibilité à la réception d'un texte que l'auteur de la langue d'origine n'aurait même pas imaginé. Et c'est valable pour toutes les langues. Donc, quand Goethe rêve en 1797 que l'on publie en 5 langues différentes son Hermann et Dorothée, il y a là un effet d'humilité. Il l'a certes écrit, lui, génialement en allemand, mais combien l'ouvrage gagnerait à être montré simultanément avec 4 traductions. C'est tout à fait conforme à ce qui se passera plus tard. Nicolas en a parlé dans son introduction, quand il affirmera
que le Faust est plus fort dans la traduction de Gérard de Nerval que dans sa propre création originelle. Alors, nous avons là un moment extrêmement fort du conflit des options de traduction. C'est ce grand moment où l'Allemagne se passionne dans le débat entre l'option représentée par Wieland et l'option représentée par Voss. Un dernier moment peut être représenté par August Wilhelm Schlegel, qui arrivera un peu après Goethe et qui lui aussi fait une œuvre de traduction absolument colossale. Schlegel qui traduit Dante, Shakespeare, Calderon, Guarini, Cervantes et Camoens se trouve sévère à l'égard de Goethe. Et c'est quelque chose d'assez croustillant que de voir Schlegel, donc un compagnon de Madame de Staël, qui l'accompagne partout dans son périple européen. Eh bien, Schlegel va se montrer très sévère vis-à-vis de la traduction par Goethe du neveu de Rameau. Il va dire que Goethe endimanche, c'est très joli, endimanche la rusticité volontairement assumé par Diderot. Il y avait un style négligé, il y avait une spontanéité, il y avait volontairement de l'argot parisien, et Goethe a en quelque sorte lissé tout ça dans sa traduction de Ramos-Neffé, qui est devenu un monument de classicisme allemand. C'est dans le Ramos-Neffé que Hegel va puiser une substance pour sa dialectique du maître et de l'esclave. C'est dans le Ramos-Neffé de Goethe que Freud va trouver à l'état brut la dénudation du complexe d'Oedipe. Ça n'est pas dans le texte bariolé, absolument foisonnant, d'un lexique difficile à saisir de la version d'origine de Diderot. Alors c'est assez drôle de voir un Schlegel reprocher à Goethe précisément ce que Goethe, lorsqu'il était dans la génération du Sturm und Drang, reprochait aux Français de faire. Tout ce qui était traduit en français était en quelque sorte atténué, castré dans sa vivacité la plus profonde par le fait même d'être polissé, lissé et régulé. Eh bien, Goethe, selon Schlegel, aurait infligé le même sort au neveu de Rameau. Alors, nous pouvons comprendre cela quand on sait que Goethe est devenu ministre à Weimar, et là c'est aussi extrêmement important de voir la solidarité entre œuvres de création et œuvres de traduction. Goethe veut absolument en finir avec le mépris patriotique pour telle ou telle langue qu'il faudrait diaboliser, comme les Sturm und Dränger avaient diabolisé le français. Il veut qu'on traduise. Lui-même traduit Attali. Il demande à Schiller de l'aider, et Schiller va traduire Iphigénie d'Euripide au moment où Goethe va également produire son Iphigénie. L'idée, c'est qu'on veut donner au public de Weimar la possibilité de vraiment apprécier et choisir et évaluer les pièces à condition paritaire. Il faut donner l'Iphigénie d'Euripide dans la traduction de Schiller, avec idéalement une traduction d'Iphigénie de Racine qui soit toute sauf celle servilement régulière de Gottsched, avec ces alexandrins laborieux qui ne conviennent pas à l'allemand. Lorsque Schiller traduit en abondance des pièces pour le théâtre de Weimar, c'est en vers libre, c'est en prose. Vous savez que Schiller va mourir en 1805 au travail en achevant sa traduction de la Phèdre de Racine. C'était vraiment quelque chose de très important que de traduire. Le Schiller, malade et proche de la mort, œuvre tout autant au Guillaume Tell, qui est une création qui lui est propre,
qu'à la traduction de la Phèdre de Racine. Les deux choses sont aussi importantes. Et à ce même moment de 1804-1805, où Goethe est lui-même très malade, il met toute son énergie à finir sa traduction du Neveu de Rameau. Ça n'est pas quelque chose de secondaire, c'est quelque chose qui est considéré comme absolument prioritaire. Alors, ce qu'on peut remarquer, c'est que les textes traduits par Goethe frappent par leur éclectisme énorme. La 5e ode olympique de Pindare, le Cantique des Cantiques traduit de l'hébreu, l'Athalie de Racine, des extraits de l'Iliade et de l'Odyssée. Il traduit des textes du français, l'essai sur les fictions de Madame de Staël, des extraits d'Hamlet de Shakespeare, la vie de Benvenuto Cellini. Alors ça, c'est important. Goethe a traduit des textes qu'il n'était pas évident de choisir, et on le lui a beaucoup reproché. Comment peut-il perdre son temps avec une vie d'artiste picaresque comme la vie de Cellini? Comment peut-il perdre son temps avec un dialogue de Diderot que même Diderot ne destinait pas à la publication? La preuve, il le gardait dans ses tiroirs sans oser le montrer à personne, le Neveu de Rameau. Eh bien, Goethe a eu le génie de ne pas s'en tenir qu'au chef-d'œuvre et à traduire ces deux textes, par exemple, Cellini et le Neveu de Rameau, qui sont maintenant reconnus dans le patrimoine mondial comme des chefs-d'œuvre. Mais il traduit également Mahomet et Tancrède de Voltaire, donc deux tragédies de Voltaire, qu'il a vraiment envie que l'on montre à Weimar dans les meilleures conditions. Il ne s'agit plus du tout, comme à la cour de Frédéric II de Prusse, de sélectionner ceux qui viennent au théâtre par leur qualité de comprendre le français. Il s'agit de mettre les pièces géniales du grand Voltaire à portée de n'importe qui de la cour de Weimar. Tancrède est choisi parce que c'est la première pièce française de tragédie de haute qualité qui prenne un sujet médiéval, là où Corneille et Racine s'interdisaient de toucher à autre chose qu'à l'Antiquité, et d'autre part, Mahomet est choisi également avec une immense audace du fait de l'admiration qui n'a jamais cessé de Goethe pour ce personnage qu'il considérait comme le paradigme du grand poète inspiré. Alors, c'est l'occasion de dire qu'à propos de poète inspiré, Mahomet devient de plus en plus important, que l'épisode chrétien de la Pentecôte a joué un très grand rôle dans la formation du jeune Goethe. Même si plus tard, on ne sait plus très bien sous quelle étiquette philosophique ou religieuse le classer, tellement il embrasse tout et il est curieux de tout et il est panthéiste et spinoziste et tout à la fois, eh bien, quand il est jeune, cette affaire dans des courants d'inspirés ou de piétistes ou de ses affinités avec le piétisme le font goûter de très près des courants pentecôtistes qui pensent qu'il y a un esprit divin, mais qui, lors de la Pentecôte, s'est en quelque sorte manifesté, a coulé dans les esprits de chacun de la communauté des apôtres présents, quel que soit, dit le texte de l'évangile de Jean, quel que soit pardon, pas de l'évangile, mais des actes, quel que soit leur Mundart, dit la traduction allemande, quel que soit leur Muttersprache. C'est-à-dire que la vérité est susceptible de s'incarner dans l'esprit de quelqu'un indépendamment de sa langue. Cette théorie de la Pentecôte polyglotte qu'il a totalement habité parce que sa propre mère y croyait très fortement, était incompatible avec cette idée d'une supériorité de telle ou telle langue, du français en particulier, mais de l'allemand également. Cela préparait Goethe à cette sorte d'accueil et de tolérance, de vœu pour
un éventail toujours déployé du polyglottisme et des traductions qui s'enrichissent les unes les autres. Alors, il faut dire que Goethe, dans son enthousiasme, a décrit ce processus dans des fictions. Vous savez peut-être qu'il a appris le gaélique pour Werther, et quand Werther paraît en 1774, on voit le personnage progresser en traduisant Ossian. Ce barde, l'Homère écossais, tel qu'on l'appelait, eh bien, Werther, donc Goethe va représenter dans une fiction son enthousiasme pour le processus de traduction. Il représente le héros attaché à l'activité de traduire, et il produit des traductions qu'il a faites réellement lui-même, Goethe, mais qu'il attribue à son personnage du gaélique, de l'ancien écossais de Ossian. Même chose dans le Wilhelm Meister. Vous savez peut-être que c'est absolument central et crucial dans la maturité de Wilhelm Meister que de devoir concéder au transfert de qualité de Racine à Shakespeare. Wilhelm Meister veut absolument s'épanouir dans le théâtre. Il a d'abord un engouement pour Racine, et sous l'influence de conseils de quelqu'un qu'il rencontre, il va passer du côté de Shakespeare. Il va devenir partisan de Shakespeare. Et c'est finalement Shakespeare que Wilhelm Meister va traduire pour le monter sur le théâtre. À nouveau, on a une fiction de Goethe qui met en scène la maturation d'un héros. C'est un parcours de maturation dans le parcours d'un homme qui passe qui traverse tous les émois de l'adolescence. Eh bien, il appartient désormais à la Bildung, à la formation, de traduire. On a parlé de ces exercices que Martin Bodmer, de nouveau, a une immense lucidité. Il a acheté certaines pages, il y en avait très peu sur le marché, parce que tout est conservé à Francfort, certaines pages, des exercices de traduction du latin au français notamment, mais il y en a du grec en français, du grec en allemand, du latin en allemand, du français en allemand, qui était le lot du petit Goethe entre l'âge de 8 et 10 ans. On a tout conservé, ces cahiers d'exercices de traduction à Francfort entre 8 et 10 ans. Alors, il est frappant que dans Werther, nous avons la mise en scène d'un héros qui s'améliore, non pas simplement en lisant au niveau de l'histoire des idées, tel et tel philosophe, mais en s'appliquant à traduire. Et dernier exemple, vous le savez, c'est peut-être le plus célèbre, c'est dans le Faust. On rencontre Faust au moment de sa crise, au début du Faust 1, il est occupé à traduire. Il prend l'évangile de Jean, premier verset, et il reprend ce qui était le début de l'Ancien Testament. Au début était, et il se demande le verbe, ou le sens, ou l'action, ou le mot, et finalement il opte pour ditat. Am Anfang war ditat. Au début était l'action, qui montre bien qu'une traduction est toujours une option interprétative. On voit dans le Faust le personnage principal occupé à être tourmenté par des décisions de traduction de textes importants. Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire que de voir ce Goethe placé en position de ministre à Weimar, et dans la mesure de ses moyens, dans cette toute petite cour de Saxe qui était complètement confidentielle avant son arrivée, en faire une sorte de capitale
au rayonnement culturel sans pareil, avec un programme de traduction orchestrée, d'assimilation. Et Goethe, à ce moment-là, a des citations, des citations absolument enthousiastes sur le fait qu'il œuvre pour la bonne cause, pour l'avancée de l'humanité, puisque bientôt, les gens n'auront plus besoin d'apprendre 10 ou 15 ou 20 langues différentes. Il suffira d'apprendre l'allemand, puisque les traductions allemandes seront en quelque sorte la somme suffisante de la littérature mondiale. Mais il le dit sans du tout d'idée d'hégémonie idéologique d'une langue qui serait supérieure aux autres, mais simplement parce que les Allemands, de Saxe en particulier, mais il pense ici déjà, lorsqu'il dit ça, Napoléon est passé par là, et il pense déjà à une unification de type napoléonienne où la civilisation pourrait contenir le fait que tout le patrimoine des grands textes de l'humanité serait mis à portée de tous. Alors, c'est à ce moment-là, après la chute de Napoléon, 1800, où ça commence déjà avant, qu'il est mis au contact du grand islamologue, du grand arabisant von Hammer, et qu'il va s'engouer complètement pour la littérature de l'Orient. Alors ça, j'aurai l'occasion d'en parler plus particulièrement. Je vois représentante du colloque Orient-Occident. C'est évidemment un chapitre en soi que cet incroyable transfert d'admiration que l'on voit chez Goethe à la fin de sa vie, toujours plus de Homère vers Hafez et Saadi, et toujours plus de la Bible vers le Coran. Il y a des moments, il se plonge tellement là-dedans qu'il prend des cours de calligraphie arabe, et que, par exemple, à Weimar, si vous allez au Goethehaus, vous voyez des exercices infinis de Goethe pour faire de l'écriture arabe. Et ça fait beaucoup penser à un ouvrage qui est montré dans l'exposition en ce moment même. Vous savez peut-être qu'il y a L'Or noir de Tintin, où il y avait un sous-titre en arabe. Et il a fallu corriger parce que Hergé a été l'objet de sarcasme. C'était du faux arabe, c'était juste à la manière de l'arabe. Eh bien, Goethe faisait exactement cela. C'est-à-dire que lorsqu'il rédigeait des poèmes inspirés de Hafez et Saadi, à partir de l'accès qu'il pouvait en avoir, c'est-à-dire la traduction de Hammer et d'autres, mais Herder avait déjà, son grand ami du Sturm und Drang, avait montré la voie dans ce sens, eh bien Goethe, parallèlement, comme pour s'immerger dans la pensée qu'il voulait assimiler, se livrait à des exercices de calligraphie plutôt décoratifs que vraiment signifiants. Alors ça, c'est quelque chose de magnifique que ces exercices de Goethe, voulant ouvrir les fenêtres à l'Allemagne sur tout le domaine de l'Arabie et de la Perse. L'idée reste toujours de ne pas larguer l'Antiquité et les langues européennes en route, de ne pas jeter tout ça, mais d'enrichir par alors il lit des romans chinois traduits, il lit les vieilles chansons serbes, il s'intéresse beaucoup, il a une amitié avec Schweitzer qui l'initie à l'ancien slavon, le russe ancien. Il a une curiosité absolument insatiable par rapport à la diversité des langues et ne s'en plaint en aucun cas comme d'une calamité de Babel, mais au contraire comme une richesse pentecôtiste. Et c'est là qu'il y a peut-être le texte le plus émouvant, c'est quand il écrit à Carlyle, Thomas Carlyle, le grand, qui avait écrit un grand essai sur la Révolution française, mais quand meurt un des meilleurs amis vraiment de Goethe, 1805, Schiller, c'est Carlyle qui écrit en anglais Une vie de Schiller. Et c'est là que Goethe écrit les choses les plus émouvantes sur la traduction, disant que c'est au fond parce qu'il est anglais
que Carlyle a le mieux compris Schiller. Il faut parfois l'écart différentiel pour avoir un regard perspicace que l'immersion dans la langue de celui qui écrit ne permettrait pas. Et là, on a un très beau développement. Pareil dans l'hommage mortuaire au moment de la mort de l'ami Wieland, qui a voué sa vie à la traduction. Goethe voit vraiment cette activité de traduction comme l'une des plus respectables qui soit. Il a, Goethe, tout à la fin de sa vie, la grande satisfaction. Il meurt en 1932, en 1931. On dit ça avec une satisfaction puisque un Genevois est en cause. Il a la satisfaction de voir paraître l'un des textes qui lui est le plus cher, La Métamorphose des plantes, en allemand, sa version, et la traduction en français du Genevois Sauret, un très grand scientifique qui était précepteur des enfants du duc de Saxe. Eh bien, nous avons évidemment, Martin Bodmer n'a pas manqué de se procurer cette édition extrêmement rare et nous l'avons montré lors de l'exposition Goethe et la France. Voilà, alors je prends 30 secondes pour vous parler du neveu de Rameau. Il y a eu quand même une histoire absolument singulière qui n'a pas d'exemple semblable dans l'histoire littéraire mondiale. C'est un géant comme Goethe qui va faire connaître le texte de Diderot, l'un des textes majeurs, il était l'année passée à l'agrégation, alors que le monde entier n'en a aucune idée. Diderot produit ce texte, Le neveu de Rameau, avec un soin extrême. Il le rédige entre 1762 et 82. C'est vraiment, pendant 20 ans de gestation, un texte qui lui tient infiniment à cœur, mais il ne le confie même pas, il l'avait fait pour d'autres textes privés, à la Correspondance littéraire, cette fameuse revue qui, de façon manuscrite, était adressée à une douzaine ou une quinzaine de têtes couronnées afin de ne pas subir les foudres de la censure en France. Dans le cas du neveu de Rameau, Diderot meurt en 84. En 85, toute sa bibliothèque d'archives est transférée à Saint-Pétersbourg. Elle avait été achetée en viager par la tsarine Catherine II, et c'est là-bas que quelqu'un voit qu'il y a un manuscrit jamais aperçu par personne qui présente peut-être de l'intérêt. Ce militaire, Klinger, qui est le gendre de la tsarine, propose au beau-frère de Schiller d'en faire une copie et d'essayer de le publier. Ça ne marche pas. D'abord, ils sont sur leur garde parce qu'au fond, ils ont fait cette copie sans l'autorisation formelle de la tsarine. Ils ont fait cette copie clandestinement. Ils le montrent à Schiller et à Goethe. Goethe, stimulé par Schiller, qui lui dit « Écoute, il faut absolument qu'on publie ce texte », Goethe dit « Oui, mais d'accord, mais en bilingue, donc je fais la traduction et on mettra le français de Diderot à côté. » Et le libraire Goeschen à Leipzig est tout de suite d'accord. Et Goethe se met au travail, mais il ne pense pas qu'il faudrait peut-être copier la copie. Donc il fait toute la traduction. Ensuite, les deux, Klinger et Folshogen, ont vraiment trop de remords. Ils ont pris cette copie et ils auront des ennuis parce que la tsarine ne va pas du tout admettre que ce soit sorti sans autorisation. Donc on retire le manuscrit français de Goeschen qui se préparait à l'imprimer, et c'est incroyable comme situation, la traduction de Goethe, orpheline de son original, paraît toute seule chez Goeschen en 1805, avec un immense appareil critique où Goethe fait des tas de remarques. Ça paraît en 1805, c'est une bombe, simplement ça n'a pas un succès éditorial. On est en pleine
préparation à 1805 à l'occupation napoléonienne, donc il n'est pas de très bon ton d'acquérir de la littérature d'origine française, fût-ce Diderot. Il n'empêche qu'il y a des lecteurs tout de suite, Schlegel, on en a parlé, Humboldt, qui découvrent ce texte, et on se met à se poser toutes sortes de questions. Ne s'agirait-il pas, au fond, d'un canular de Goethe? C'est quelque chose qui n'est pas sans exemple. Le Sage, quand il avait fait paraître Gil Blas, prétendait qu'il y avait une source espagnole qui n'existait pas. Voltaire, quand il fait paraître Candide, prétend que c'est traduit de l'allemand du docteur Ralph, ce qui est un pur montage d'effets d'autorité pour se couvrir soi-même. On pense que Goethe, on le soupçonne d'avoir, comme il est malicieux, d'avoir fait un pastiche génial de l'art du dialogue de Diderot, mais qu'au fond, c'est une pure création de Goethe. Quand même, 2-3 ans après, en 1821, un certain nombre d'années après, paraît à Paris quelque chose qui devrait penser qu'on a retrouvé l'original de Diderot. En fait, et ça c'est assez incroyable, de nouveau comme douce escroquerie, deux Français qui ont eu l'excellente idée, très, très méritoire, de traduire le texte génial de Goethe en français, ont malheureusement cédé à la tentation, et au moment de le publier, au lieu de dire traduit du Goethe prétendument d'après un original de Diderot, disent on a retrouvé l'original de Diderot. Et alors il y a cette situation où, si vous voulez, le soupçon comme quoi Goethe n'aurait au fond produit qu'un texte avec un effet d'autorité se trouvera renforcé à partir du moment où certaines personnes vont dénoncer le fait que le soi-disant original est en fait une rétro-traduction. Et c'est là qu'il y aura une longue remontée vers l'original de Diderot, qui est toute une aventure, puisqu'à partir de cette rétro-traduction, Brière, qui s'occupe des œuvres complètes de Diderot, va disposer d'une copie du Neveu de Rameau absolument insatisfaisante qui était dans les papiers d'Angélique, la fille de Diderot, et alors il va pouvoir rabibocher, il va pouvoir donner la préférence au texte du vrai Diderot, mais en complétant avec la rétro-traduction, donc c'est complètement bâtard, et c'est finalement assez tard que l'on va vraiment, en 1883, que l'on va saisir la copie du copiste qui est à Saint-Pétersbourg et en 1884 la publier. Mais c'est encore une mauvaise copie. C'est de façon absolument miraculeuse qu'en 1891, on tombe sur le seul manuscrit autographe laissé par Diderot, ce qui laisse enfin plus du tout de place au doute. C'est bien un texte de Diderot, c'est bien son écriture, et ce qui s'est passé, c'est que très probablement Diderot l'avait confié à Grimm, le plus francisé des Allemands, qui s'était occupé toute sa vie de la correspondance littéraire et des passerelles entre les principautés allemandes et la France. Mais Grimm, sous la Révolution, a dû partir à toute vitesse. Il était contre la Révolution, il aurait pu être lui-même massacré comme un étranger parti de l'ennemi contre-révolutionnaire. Donc il a dispersé ses papiers, il est parti mourir dans l'incognito à Gotha, et on avait complètement perdu la piste de ce manuscrit autographe du Neveu de Rameau, qui a été relié par un noble qu'il avait acquis sans savoir du tout ce dont il s'agissait. Et en 1891, un bibliothécaire génial, il y en a, trouve sur les quais de Paris le manuscrit autographe du Neveu de Rameau et peut le publier l'année même. Et enfin, cette invraisemblable histoire connaît un terme.
C'est donc cette histoire que nous retraçons dans le petit livre qui a circulé, dans l'ordre où le monde a connu le neveu de Rameau. D'abord par l'allemand de Goethe, avec toutes sortes de questions autour, puis la rétrotraduction, avec d'abord le soulagement d'avoir l'original, et puis on est détrompé, on déchante, et puis peu à peu la course-poursuite pour trouver la pépite d'or de l'original autographe. Alors, pour le mot de la fin, ajoutons qu'il y avait un extrait de quelques feuillets du neveu de Rameau que Diderot avait renoncé à inclure et qui n'existait qu'à un seul exemplaire. Eh bien, ce feuillet qui a été trouvé assez tard, au milieu du XIXe siècle, c'est Martin Bodmer qui, en 1949, a pu l'acquérir à Paris. Et c'est, dans le monde des Diderosiens, extrêmement connu que nous avons ici le seul extrait connu d'un brouillon d'une partie possible du neveu de Rameau, à quoi Diderot a finalement renoncé. Donc, voyez-le parce qu'il est exposé en ce moment dans l'exposition permanente. C'est une de nos grandes fiertés que d'avoir ce morceau du neveu de Rameau. Voilà, alors je vous remercie et je peux peut-être éventuellement répondre à des questions pour toutes sortes d'aspects qui pourraient s'ajouter à ce que je vous ai présenté. Je vous remercie.